Alors, suite de la correction de l'exercice, travail d'une force, énergie d'un système mécanique. Alors, le 20, page 270. Alors, celui-ci, il est compliqué parce qu'il faut. Enfin, il est compliqué. Il faut traduire l'énoncé en langage mathématique. Il faut faire un schéma pour comprendre la situation physique. Voilà. Je vous avais déjà expliqué qu'en physique, on part souvent d'un schéma qui représente la situation physique. Donc, il faut comprendre ce qui se passe. Alors, pour traverser une rivière, le jeune Tarzan décide d'agripper une liane et de penduler, c'est-à-dire de faire un mouvement pendulaire, c'est-à-dire comme ceci. Voilà, la liane est attachée ici. Lui, il est là. Moi, je le représente grosso modo là par en rond. Et comme un pendule, il va osciller pour pouvoir atterrir de l'autre côté de la rive. Pour gagner la rive d'en face. Pour cela, il se laisse partir sans vitesse initiale. Ça, c'est important. Suspendu une liane de masse négligeable. Donc, on néglige la masse de la liane accrochée à la branche au-dessus de la rivière. Voilà. Donc, il faut commencer déjà par un schéma explicatif. Alors, la liane, elle est là. Alors, évidemment, elle est accrochée, ici à un arbre. Bon. Je n'ai pas dit, mais là, vous avez vu, là, en fait, il y a d'autres éléments, des données, là, ici, en bas de l'exercice. Tarzan est modélisé par un point matériel. Je vous ai déjà expliqué que le système qu'on étudie, on l'assimile à un point en première. L'action de l'air est négligeable, donc on néglige les forces de frottement, qu'on négligera toujours en première. Altitude du point T, c'est-à-dire de Tarzan, sur la rive de départ mesurée par rapport à la surface de l'eau de la rivière, 15 mètres. Altitude du point d'arrivée mesurée par rapport à la rivière, 11 mètres. Voilà. Donc, tout ça, on va le traduire sous forme de schéma. La rivière, elle est là. C'est la référence des coordonnées verticales. On pourrait appeler aussi altitude. Ce ne serait pas faux. Voilà. Bon. Le point de départ, il est à 15 mètres, plus 15 mètres, hein, forcément, plus, c'est ici, le point. Le point d'arrivée, le point B, à une altitude plus 11 mètres. Voilà. Ça, c'est la trajectoire que Tarzan, voilà, bon, l'allure de la trajectoire, c'est pas ça qui nous intéresse ici. Il est accroché à la liane. Alors, attention, nous, on va étudier le mouvement lorsqu'il a lâché la liane, c'est-à-dire de A à B. Hein. Au point A, il vient juste de lâcher la liane, il part sans vitesse initiale. Donc, c'est-à-dire qu'il est à l'amplitude maximale du mouvement pendulaire de la liane. Je refais un petit schéma ici. Donc, en fait, vous avez la liane ici. Tarzan, il est là. Quand il est pour son amplitude maximale, ici, là, l'objet qui est en mouvement pendulaire, sa vitesse ici, elle est quasi nulle ou quasi nulle. C'est pour ça qu'on vous dit ça. Voilà. Et ce qu'il faut bien comprendre là ici, c'est qu'il a lâché la liane. Donc, quand il a lâché la liane n'exerce plus de force sur lui. Et durant tout le trajet de A à B, il n'y a que le poids, il n'y a que son poids qui s'exerce. On néglige toutes les autres actions de l'air. Voilà. Donc, en fait, il est en chute libre également, mais pas en chute libre verticale. En chute libre, en fait, alors, bon, là, ce n'est pas l'objet de l'exercice, mais le mouvement, ça sera une portion de parabole. C'est une chute libre parabolique, là, ici. Bon, peu importe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'entre A et B, la seule force qui s'exerce sur Tarzan, c'est son poids. Alors, bien sûr, parce qu'on néglige les forces de frottement. C'est peut-être un point délicat ici. Le schéma et la compréhension de ce que je viens d'expliquer, c'est le plus difficile. Alors, justement, la première question, c'était de représenter les forces qui s'exercent sur Tarzan. Voilà. Il n'y a que le poids qui s'exerce entre A et B. Hein. Entre A et B. Revoyons l'exercice qui nous dit schématiser les forces exercées sur Tarzan. Alors, c'est vrai que peut-être il manque dans la question de précision. Hein. Ils auraient dû préciser lorsqu'il a lâché la liane. Hein. La question peut-être imprécise. Exprimer le travail du poids entre la position de départ et la position d'arrivée. Alors, il faut savoir. Alors, il ne demande pas explicitement de le redémontrer.
exprimer le travail. Donc, à mon avis, ça, c'est une formule qu'il faut plutôt connaître par cœur. On a vu dans l'exercice précédent, dans la vidéo précédente, que le travail, attention, c'est vrai que pour le poids. Hein. Le travail du poids entre A et B, rappelez-vous dans le cours, ça ne dépend pas du chemin suivi. Le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi, mais dépend que de l'altitude du point de départ et de l'altitude du point d'arrivée. Plus précisément de la coordonnée verticale du point de départ et de la coordonnée verticale du point d'arrivée. Donc il faut savoir que le travail de P de A à B, c'est M fois G fois ZA moins ZB. Donc en fait, il vaut mieux le retenir comme ça. Travail du poids, c'est M fois G fois Z du premier point moins Z du deuxième point. Ensuite, il fallait énoncer le théorème de l'énergie cinétique, voilà, qu'il faut connaître par cœur. La variation d'énergie cinétique du système étudié stellaire de Tarzan, donc delta EC, est égal à la somme des travaux des forces qui s'exercent. Il n'y a qu'une force, c'est le poids, donc est égal au poids de Tarzan entre A et B. On détaille chaque terme de à gauche et à droite. À gauche, delta EC, la variation d'énergie cinétique, c'est énergie cinétique finale, c'est-à-dire au point B, moins énergie cinétique finale, énergie cinétique finale au point B, moins énergie cinétique initiale, c'est-à-dire au point A, égale travail de poids. M fois G fois ZA moins ZB. À gauche, la vitesse au point A elle est nulle. Il part sans vitesse initiale. VA est nul. On l'a déjà noté quelque part dans le schéma. Voilà. Tout ce terme est donc nul. Et en fait, ça veut dire que l'énergie cinétique au point A elle est nulle. Donc, qu'est-ce qui me reste à gauche? Il me reste juste un demi de M fois VB carré. À droite, mais ça ne change pas. La masse simplifie encore une fois du raisonnement. La masse n'interviendra pas dans la valeur de la vitesse de Tarzan lorsqu'il arrive de l'autre côté de la rivière, c'est-à-dire au point B. Et on obtient un résultat tout à fait analogue à ce qu'on a obtenu pour la pierre qui chute d'une hauteur H. C'est tout à fait la même chose parce que si on remplace ZA moins ZB par H, on obtient exactement la même formule. On met tout en unité internationale, G en newton par kilogramme, ZA et ZB en mètres, et on obtient la vitesse en unité internationale, c'est-à-dire en mètres par seconde. Voilà, 8,8 mètres par seconde. On vérifie la cohérence du résultat. On rappelle que pour avoir le résultat en km par heure, en partant de résultat en mètres par seconde, on multiplie par 3,6. 32 km/h pour une personne. Alors, à mon avis, vous n'avez jamais fait l'expérience de vous balancer une liane, quoique peut-être en sautant dans l'eau, peut-être, ça a peut-être dû arriver. Voilà. En fait, regardez, ce qui est important, c'est la hauteur de chute. 4 mètres, là. 15 mètres moins 11 mètres, ça fait 4 mètres. 4 mètres, c'est pas si faible que ça, une chute de 4 mètres. Voilà. Il arrive ici à 32 km/h. C'est plutôt cohérent comme valeur. Si on avait trouvé 320 km/h, voilà, on a un problème d'une puissance de 10. Là, il faut reprendre le raisonnement, le calcul pour voir si on ne s'est pas trompé quelque part. Bon, alors on voit bien l'application, l'utilisation du théorème de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie cinétique, en fait, très souvent, il va nous permettre de trouver une vitesse inconnue. On connaît la vitesse de départ, on va trouver la vitesse d'arrivée en connaissant les données du problème, altitude de départ, altitude d'arrivée. La masse de Tarzan, ben, vous allez voir, elle se simplifie, vous avez vu, elle se simplifie du raisonnement. Je vous ai déjà expliqué parce qu'on néglige l'action de l'air, on néglige notamment les frottements. C'est pour ça qu'elle se simplifie du raisonnement. Elle se simplifie des équations. Alors, tout à fait dans la même idée, le 23. Alors, le 23, c'est les montagnes russes. Alors, je reviens, 30 secondes. Alors, les montagnes russes. Les montagnes russes sont des attractions de la fête foraine dans lesquelles des wagons parcourent des pentes vertigineuses. Alors évidemment, là, tout n'est pas représenté, mais le wagon, en fait, il va être guidé par des rails, il ne peut pas se décrocher. Les passagers ressentent ainsi des sensations de peur liées aux variations de vitesse. Le schéma ci-dessus est une portion de circuit d'une attraction. La commission a limité la vitesse à 60 km/h. On suppose que les frottements et l'action de l'air sont négligeables. Donc, les frottements de l'air, l'action de l'air, les frottements entre les roues du wagon et la piste. Alors là, c'est peut-être moins évident.
En tout cas, dans les exercices, on le néglige. Il ne faut pas perdre à l'esprit qu'on néglige ça. Parce que, alors vous, si on vous dit que les frottements sont négligeables, en premier, vous n'êtes pas capable de raisonner. Sauf qu'on peut vous demander la chose suivante. On peut vous dire, on néglige les frottements, en déduire la vitesse. Puis commenter la valeur obtenue. Voilà. Et si vous trouvez une vitesse qui est très supérieure à ce que vous auriez dû obtenir, vous pouvez sortir l'argument physique. Oui, mais on a négligé les forces de frottement. Ce n'était pas très réaliste peut-être de les négliger dans cette situation-là. Voilà. Bon, là, donc nous, dans les exercices de première, on les néglige. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, hein? On suppose que les frottements actionnaires sont négligeables. Le travail de la force exercée par la piste sur le wagon est nul sur tout le trajet. Alors, attention, ça va être important. Le wagon et ses passagers quittent la position A sans vitesse initiale. Ça aussi, c'est important. Vous voyez qu'ici, là, on a des données chiffrées 12 mètres, 4 mètres. Ça va nous permettre de trouver les coordonnées verticales du point A, du point B, du point C. Et on nous demande, alors, 2 énoncés, un compact, un détaillé. Le compact, voilà. Alors, le compact est toujours plus difficile parce qu'il faut comprendre la démarche pour trouver la solution. Alors que le détaillé, on nous donne une succession de questions pour arriver à la réponse. Alors, ce qu'on appelle l'énoncé compact, c'est une tâche complexe. Il faut comprendre de soi-même ce qu'il faut faire pour arriver à la réponse. On a déjà fait des exercices de ce type-là. Donc, en fait, si on regarde juste l'énoncé compact, là, la limitation imposée par la commission de sécurité est à respecter sur l'ensemble du parcours. Autrement dit, est-ce qu'à un certain moment, le wagon et ses passagers dépassent la vitesse de 60 km/h utilisée? Alors, la démarche qu'il faut avoir en tête, c'est, bon, alors il faut comprendre que la vitesse la maximale qu'il peut avoir, c'est au point B. Donc, en fait, il faut calculer la vitesse du système étudié, c'est-à-dire wagon plus passager au point B, et regarder si elle est supérieure ou inférieure à 60 km/h. Voilà. Le point C, en fait, ici n'est pas important, c'est la vitesse au point B. C'est parce qu'au point B, c'est la vitesse, c'est là où la vitesse est maximale. Au point C, forcément, la vitesse sera inférieure au point B. C'est assez intuitif, ça. Ça peut se démontrer physiquement, mais c'est très intuitif. Pour calculer la vitesse au point B, calcule une vitesse. De suite, on pense à au théorème de l'énergie cinétique. Voilà. Voilà la démarche qu'il faut avoir dans la tête. Alors, bien sûr, on commence d'abord par faire un schéma. Un schéma qui ressemble à ce qu'on a déjà fait. Un axe vertical orienté vers le haut, un axe des Z, avec les coordonnées du point B. Ben, on va choisir celle du point B qui vaut 0 mètres. Ça va être pratique, ça. Celle du point C, 4 mètres plus haut. Celle du point A, alors attention, celle du point A, 4 plus 12, c'est-à-dire 16 mètres au-dessus du point B, donc 16 mètres. 4 plus 12. 4 plus 12, donc 16 mètres. Voilà. Qu'est-ce qu'on étudie? Le wagon et ses passagers. Dans quel référentiel? Le référentiel terrestre. Quelles sont les forces qui s'exercent? Alors là, ça c'est très important. Le poids, qui est une force conservative. Je vous rappelle, ça il faut le savoir. Enfin, non, je vous rappelle, c'est un exercice, la première fois dans l'exercice qu'on voit ça, on l'avait vu dans le cours. La force conservative, ça veut dire que c'est une force dont le travail ne dépend pas du chemin suivi. Bon, là, je vous renvoie au cours parce que je ne vais pas refaire tout le cours. La notion de force conservative est un peu compliquée à expliquer. Il faut reprendre le cours. Alors, la piste, ça exerce une force sur le système, ça c'est sûr. Mais on nous dit que le travail est nul. Comment il faut traduire ça? Il y a bien une force, mais son travail est nul. Donc, cette force est sans effet sur l'énergie mécanique. Malgré que cette force existe, elle est sans effet sur l'énergie mécanique du système. Et on néglige toutes les autres forces. Bon, alors il y a plusieurs façons de raisonner. J'avais dit qu'on peut utiliser le théorème de l'énergie cinétique, c'est vrai. On va le faire d'une autre façon, on peut utiliser la conservation de l'énergie mécanique du système. On n'a pas encore utilisé ça. Il y a trois théorèmes liés à l'énergie d'un système mécanique. Il y a le théorème de l'énergie cinétique, la conservation de l'énergie mécanique ou la non-conservation de l'énergie mécanique. Alors, on peut appliquer à chaque fois le théorème de l'énergie cinétique, puisque les deux derniers, le deuxième et le troisième, se déduisent du premier.
Des fois, il y a des façons plus simples. Là, la conservation de l'énergie mécanique dans cette situation, elle est très simple à appliquer. On arrivera très facilement au résultat. Alors, déjà, il faut justifier que l'énergie mécanique du système étudié, c'est-à-dire wagon plus passager, se conserve. Se conserve, je rappelle, ça veut dire qu'elle est constante dans le temps. Ça veut dire notamment que l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie mécanique au point B, est égale à l'énergie mécanique au point C du système étudié. Alors, pourquoi elle se conserve? Alors, ça, il faut le savoir. Hein. Il faut revenir aux forces et aux travaux des forces. Donc, le poids est une force conservative. L'autre force, son travail est nul. Donc, quand un système est soumis à des forces conservatives et à des forces dont le travail est nul, par cœur, vous pouvez balancer, enfin directement, vous pouvez balancer que son énergie mécanique se conserve. Elle est constante dans le temps tout au long de sa trajectoire. Voilà, donc je répète, quand un système est soumis qu'à des forces conservatives et à d'autres forces dont le travail est nul, son énergie mécanique est constante. Et constante entre A et B. Bon, là, en fait, vous avez vu, là, j'ai suivi les questions de l'énoncé détaillé. Et si on ne suit pas l'énoncé détaillé, on va directement ici à l'énoncé compact. On veut trouver la vitesse au point B. Donc, on va dire que l'énergie mécanique au point A, c'est égal à celle du point B. Voilà. Et en détail, alors il manque peut-être une ligne. Énergie mécanique au point A, en fait, c'est l'énergie cinétique au point A plus l'énergie potentielle de pesanteur au point A. Par définition de l'énergie mécanique. Hein. Attention, on parle de l'énergie mécanique qui est constante hein, entre A et B. En fait, ça veut dire que ECA plus EPPA égale ECB plus EPPB. L'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. En A et en B. L'énergie cinétique au point A, elle est nulle puisque la vitesse est nulle au point A. Le wagonnet et le passager partent sans vitesse initiale. EPPB, ça c'est EPPB. Hein. Je vous rappelle qu'il faut connaître par cœur que EC, c'est un demi de la masse sur la vitesse au carré. L'énergie potentielle, c'est M fois G fois Z. Z, la coordonnée verticale. Donc au point A, ZA, au point B, ZB. Et là, la coordonnée ZB, elle est nulle. ZB, elle est nulle. Donc EPPB est nul. ECA est nul. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que EPPA égale ECB. Voilà, je peux écrire une ligne de plus en fait. EPPA égale ECB. Quelle est la traduction physique de ça? Parce que c'est bien beau, on a des équations, des comptants, on a des belles équations avec des vitesses, des masses, etc. Mais qu'est-ce que ça dit ça? Ça dit que toute énergie potentielle que le système a au point A est transformée en énergie cinétique au point B. L'énergie potentielle que le wagon, il faut reprendre le schéma, hein. Là, au point A, son énergie est intégralement sous forme d'énergie potentielle de pesanteur, c'est-à-dire liée à l'altitude. Et au point B, c'est intégralement transformé en énergie cinétique, donc liée à la vitesse. Alors on revient où? On revient là. Donc on reprend. Donc on est là, l'énergie potentielle au point mg fois z, m fois g fois z égale énergie cinétique au point B, 1 demi de m fois vitesse au carré au point B. Ce qui m'intéresse, c'est la vitesse au point B. Donc j'isole la vitesse au point B, on l'a déjà fait plein de fois ça. On garde on prend la racine carrée des deux côtés, on garde que la solution positive. Tout en unité internationale, on obtient la vitesse en mètres par seconde, ça fait 18 mètres par seconde, qu'on convertit en kilomètres par heure, multiplie par 3,6, 64 km par heure. Bon. Alors, on a toujours à l'esprit hein, qu'on a négligé les forces de frottement. Bon, là, ce n'est pas ici ce qu'on veut nous faire dire. Ce qu'on veut nous faire dire, c'est on compare avec la vitesse, la limitation de vitesse qui est de 60 km/h, elle est supérieure. Donc, la vitesse n'est pas respectée. Bon, alors on aurait pu rajouter en bémol, mais attention, on a négligé les frottements. On a négligé tous les frottements. On peut le dire. Ça ne coûte rien. Donc voilà pour cet exercice-là, qui est un peu plus compliqué.